J'ai mis du temps à me pencher dessus, j'avoue. J'ai croisé les lignes torturées de la Citaciel pour la première fois sur le blog La Parenthèse Imaginaire et j'ai vécu cette rencontre comme un véritable coup de foudre. Avant même de lire l'article, avant de savoir de quoi l'histoire parlait, j'ai su que j'allais me plonger dedans à un moment ou un autre parce que le titre et la couverture m'attiraient beaucoup trop pour qu'il en soit autrement. Et puis j'ai été littéralement ensevelie sous la masse de critiques hyper élogieuses concernant le tome 1, Les fiancés de l'hiver, et j'ai pris peur. Tous ces avis dithyrambiques plaçaient la barre très haut et je craignais d'être déçue. Aussi j'ai attendu que l'effervescence se tasse un peu et que je me sente prête à affronter le Grand Nord. Quand j'ai eu la chance de remporter ce roman grâce à un concours de Lily et qu'elle m'a proposé une lecture commune, j'ai su que le moment était venu. J'ai découvert ce récit avec en tête la volonté de comprendre pourquoi et comment il avait séduit autant de monde. Ma lecture terminée et mon avis fait, je vous retrouve avec cette vidéo où je tente de décrypter le phénomène. Pour cette vidéo, je prends en compte les 2 tomes déjà parus, à savoir Les fiancés de l'hiver et Les disparus du clair de lune. Je ne veux spoiler personne, aussi je ne dévoilerai aucune grosse révélation qui gâcherait le plaisir de la découverte. Néanmoins, je vais être obligée pour appuyer mes propos de donner quelques éléments et quelques détails. Alors si vous ne les avez pas lus et que vous voulez garder une surprise absolument totale, je vous invite à aller les lire et à revenir un peu plus tard vers cette vidéo. Ou alors vous pouvez sauter directement à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une petite surprise. Pour resituer un peu les choses, La passe miroir c'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille maladroite, peu loquace et adepte de la discrétion. Dans le monde où elle évolue, la Terre a explosé il y a bien des siècles en une multitude d'arches, des sortes de continents flottant dans le vide autour d'un noyau. Chaque arche est dirigée par un esprit de famille immortel, un dieu vivant parmi les hommes qui transmet ses pouvoirs à sa descendance. Ophélie vit donc sur Anima, une arche peuplée d'animistes, et elle-même est capable d'animer des objets, de passer à travers les miroirs et surtout de lire, c'est-à-dire de connaître tout le passé d'un objet par simple apposition des mains. Elle voit sa vie basculer le jour où on la fiance de force à un mystérieux et glacial étranger, Thorn, qui vient la chercher pour l'emmener chez lui dans le Grand Nord. Propulsée dans un univers qu'elle ne connaît pas, elle va devoir se débrouiller entre des intrigues de cour qui la dépassent, un fiancé très distant que tout le monde déteste, des ennemis capables de créer des illusions plus vraies que nature et un esprit de famille qui se comporte comme un grand enfant capricieux. La première chose qui m'a happée dans cette histoire, c'est le fait qu'Ophélie soit une héroïne normale. Elle n'a rien d'une super héroïne ou d'une fille badass à la Katniss dans Hunger Games. Elle n'a pas non plus un passé lourd et douloureux qui l'aurait poussée à développer un caractère particulier comme par exemple Harry Potter. Elle est juste normale. Elle a grandi entourée dans une famille certes haute en couleurs mais relativement classique pour l'univers dans lequel elle évolue, et ses réactions vont être tout aussi normales. Elle n'est pas dotée d'un courage surhumain, elle a parfois de mauvaises idées, elle se trompe souvent, régulièrement les choses se passent mal pour elle, et bien souvent, quand elle agit de façon impactante, qu'elle sort de sa zone de confort, c'est sous l'impulsion de la colère, et je trouve ça assez atypique et non conventionnel pour une héroïne de roman jeunesse. En fait, Ophélie, ça pourrait être n'importe qui, le pouvoir d'identification est extrêmement fort, ce qui rend la lecture très addictive et très immersive. Je pense sincèrement que ce qui fait la force de cette histoire, ce sont en grande partie les personnages. On est mis face à une jolie brochette d'anti-héros, tous très loin des stéréotypes attendus, et mon dieu ce que ça fait du bien. Thorn, par exemple, est à milieu du prince charmant, il est froid, rigide, cérébral, misanthrope, pas vraiment beau en plus, et pourtant Christelle Dabos a réussi comme par magie à le rendre extrêmement attachant. À titre personnel, je pense que j'ai été touchée par son côté névrosé, par son manque de charisme qui finit par le rendre charismatique, et par le fait que sous sa superbe, il devienne totalement gauche dès qu'Ophélie le déstabilise. Il y a aussi la belle et touchante Bérénilde qui désespère de retrouver les faveurs de son amant, le capricieux et mystérieux Farouk. Il y a l'irrévérencieux ambassadeur Archibald, tellement en décalage avec son rang et sa fonction, la tante Roseline, drôle et attachante à force de rigidité, le glaçant petit chevalier, cet enfant psychopathe au plein pouvoir. Tous les personnages sont très bien construits, attachants à leur manière, mystérieux, écrits sur plusieurs couches et sur plusieurs niveaux. Aucun personnage, même les secondaires, n'est fade ou manque d'épaisseur. Et je pense que ce soin apporté aux personnages est un des facteurs majeurs qui fait le succès de cette histoire. Le point suivant découle directement des différents caractères attribués aux personnages, mais il m'a semblé important de le souligner parce que personnellement c'est le truc qui m'a fait tomber accro à cette série. Avec un titre de tome 1 tel que Les fiancés de l'hiver et une intrigue plus ou moins basée autour d'un mariage, j'avais très peur de me retrouver dans un livre de romance un peu mièvre et prévisible, et je crois que je n'aurais pas pu plus me tromper que ça.
L'auteur prend vraiment le temps de tisser une relation unique entre ses protagonistes qui n'a rien à voir avec une histoire d'amour classique. Les choses avancent à pas de fourmis entre les deux, tant et si bien que je me suis retrouvée complètement gaga et hyper émue quand au bout de 300 ou 400 pages, Thorne dit à Ophélie qu'il s'est habitué à elle. Je pense que c'est ce qui fait le charme de cette histoire, ça aurait été bien moins intéressant si Ophélie et Thorne étaient tombés dans les bras l'un de l'autre dès leur première rencontre. Leur relation ici est tout en sobriété, en discrétion et en finesse. Si la plume de Dabos est très belle, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne fait qu'effleurer, l'est d'autant plus. Et cela me porte vers le prochain point. Christelle Dabos a un très beau style d'écriture. Peu d'auteurs contemporains, qui plus est parmi les auteurs orientés jeunesse, ont un style d'écriture vraiment remarquable. Chez les classiques, pour peu que l'on ait déjà lu du Proust, on peut reconnaître sa prose en une seule phrase. Et c'est la même chose pour Mauriac, pour Gide, pour Zola et pour tous les autres. Chacun apprivoise la langue, la fait sienne et lui donne une inclinaison qui lui est propre. Je dis pas du tout que les auteurs contemporains écrivent mal, mais j'ai seulement parfois l'impression qu'ils sont à peu près tous formatés selon le même moule et qu'ils produisent une sorte d'écriture générique, sans vraie prise de risque et surtout sans teinte personnelle. La plume de Dabos, elle, a une trempe, une beauté et une légèreté qui font toute sa particularité et tout son charme. Et cette écriture enchanteresse est mise au service d'une création plus sublime encore, l'univers de la passe miroir. Ça va peut-être vous paraître exagéré, mais pour en avoir discuté avec d'autres lecteurs, je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu cette sensation-là. Mais quand j'ai lu le tome 1, j'ai ressenti le même frisson immense qui m'avait frappé quand j'ai ouvert mon premier Harry Potter. Avec ces livres, on pénètre dans un univers d'une richesse folle et d'une profondeur incroyable. On a envie de l'explorer à la fois dans le temps et dans l'espace, on veut en voir plus, en savoir plus, car on sent que ce monde-là est doté d'une richesse comparable à celui créé par J.K. Rowling. Christelle Dabos amorce des pistes, fait traîner des indices par-ci par-là qui nous laissent deviner à quel point son univers est développé, complet et surprenant. On voudrait visiter d'autres arches, savoir ce qui est arrivé au monde, connaître le passé des clans déchus et tout un tas d'autres choses. Ce degré de raffinement se retrouve dans la construction de la trame narrative. Rien n'est placé au hasard sur cet échiquier coloré qui n'est pas sans rappeler le monde délirant d'une certaine Alice. Chaque détail a son importance, même le plus infime, et c'est très bien fait parce que ce n'est pas évident, ça se voit pas à des kilomètres. On arrive à oublier ces détails-là, à penser qu'ils font partie du décor, jusqu'à ce qu'ils ressurgissent au moment venu, et j'adore ça. Et il ne faudrait pas non plus négliger tout l'aspect visuel qu'offre l'imagination de l'auteur couplé à son écriture. Les images naissent dans nos esprits avec une clarté de dingue, des improbabilités architecturales de la citatielle jusqu'aux illusions grandioses des mirages. Enfin, dernier point mais pas des moindres, les grandes thématiques qui tissent ce récit me touchent profondément. On met au cœur du propos l'histoire avec un grand H et le passé, l'importance, la nécessité même de se souvenir et les dangers des manipulations politiques et religieuses, parce que celui qui a la main mise sur l'histoire et sur la mémoire des peuples détient clairement tous les pouvoirs. Il y a un élément qui m'a touchée de façon viscérale, c'est le fait que les dieux marchent parmi les hommes. Dans le tome 2, tous les passages liés au souvenir de Farouk m'ont immanquablement filé des frissons, tout comme la révélation finale. Au bout du compte, au-delà des intrigues de cour, des relations touchantes entre les personnages, au-delà du grandiose des illusions, la question qui sous-tend toute l'œuvre n'est autre que qui est Dieu, que veut-il et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose au-dessus de lui? C'est tellement inattendu, c'est tellement bienvenu dans ce type de littérature. C'est plus ou moins la problématique qui hante les livres de Bernard Werber et c'est pour ça que je l'aime tant. Et ici, Christelle Dabos la traite d'une manière toutes différentes mais complètement jubilatoires. Des personnages attachants et atypiques qui évoluent dans un univers fabuleusement bien construit, une intrigue menée tambour battant, un beau style d'écriture et des thématiques aussi fortes que complexes traitées avec originalité, voilà pour moi les ingrédients qui font le succès mérité de cette série qui promet d'être une grande saga. Bon, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre que ces livres-là valent la peine d'être découverts. Je trouve ça plus compliqué de trouver des vrais arguments quand on a adoré quelque chose. J'ai trouvé ça plus facile par exemple de trouver des arguments et des éléments qui n'allaient pas dans Harry Potter 8 pour faire ma vidéo à charge contre lui. Par contre là, ça a été plus compliqué de trouver des éléments tangibles et de pas juste vous dire tout le long j'ai adoré, c'était trop bien, j'ai adoré, c'était trop bien. Voilà. Quand bien même je ne vous aurais pas convaincu, je vous propose de vous faire votre propre opinion et votre propre avis sur ce livre-là. Parce que
je lance officiellement le deuxième concours de la chaîne et je vous permets de gagner le tome 1, il est là. Donc le tome 1, Les fiancés de l'hiver en version poche. Et c'est une version dédicacée, en fait je l'ai récupérée au Festival du Livre de Mouansartou où j'ai pu rencontrer Christelle Dabos. Attendez que je trouve la page, et voilà. Donc vous avez une dédicace. Je sais pas si on voit bien avec les lampes, mais vous avez une dédicace spécialement pour vous. En fait, comme j'ai découvert ce livre grâce à un concours, j'avais envie de boucler la boucle et de rendre l'appareil, donc je veux faire découvrir cette histoire à quelqu'un parmi vous. Ce sera comme la dernière fois un tirage au sort, donc si vous voulez avoir des chances supplémentaires, en fait avoir votre nom qui soit rajouté peut-être une fois, deux fois, trois fois dans le tirage, il vous suffit de partager cette vidéo sur n'importe quel réseau social qui vous fait envie, sur votre blog, où vous voulez, et vous me mettez le lien du ou des partages dans le commentaire. Chaque partage vaut une entrée en plus dans le concours, mais c'est absolument pas obligatoire. Le concours est ouvert jusqu'au lundi 5 décembre et je vous annoncerai les résultats sûrement sur Facebook, peut-être en vidéo comme la dernière fois, mais je suis pas sûre, en tout cas sur Facebook de sûr. De toute manière, je vous réécris tout ça au clair dans la barre d'infos. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le concours vous fait plaisir. Je précise qu'il n'est pas financé ou sponsorisé ou quoi que ce soit, hein, c'est juste un cadeau de moi à vous tout simplement. Je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui cette fois-ci sera l'épisode 9 du Conte à l'écran. J'ai super hâte et je suis trop contente de le préparer en ce moment.